Alors, bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur Parabellum. Oui, je commence un peu en avance, ensuite on fera un seul compte. Quand je serai en retard, enfin lors des prochains lives. La vérité, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire demain, donc il vaut mieux commencer plus tôt, aussi parce que cette fois, il y a pas mal de choses à dire. Si vous vous souvenez, il y a 10 jours, 2 semaines, nous avons fait un short où nous disions que le conflit au Moyen-Orient aurait évidemment des répercussions sur celui en Ukraine. Ce n'était pas pour être clairvoyant, c'était assez évident si on suit ces choses-là. Malheureusement, ce que nous avions dit dans le short est en train de se réaliser. Et de quoi parlions-nous dans le short ? Nous parlions du fait que l'Ukraine allait devenir un concurrent pour les ressources anti-aériennes, étant donné que les monarchies du Golfe ont elles aussi besoin de munitions et de systèmes anti-aériens. Et donc, il en est ressorti ceci, que je vais vous montrer maintenant. Après, il faudra voir si cela va aboutir ou non. Mais en pratique, le Pentagone envisage de rediriger les armes destinées à l'Ukraine vers le Moyen-Orient. C'est un sujet très compliqué, j'essaie de le rendre plus simple. Disons qu'il y a en pratique des choses qui ont la priorité qu'ils ont à l'intérieur. Les fonds de l'OTAN, ce ne sont pas seulement des fonds américains, ils y participent aussi, mais ce sont aussi des fonds de l'OTAN. En général, d'accord. Ce sont pratiquement à coup sûr les armes qui pourraient être détournées de l'Ukraine, y compris des missiles intercepteurs pour la défense aérienne, commandés dans le cadre du programme Priorité Ukraine. Liste selon laquelle d'autres États membres de l'OTAN achètent des armes produites aux États-Unis pour les forces armées ukrainiennes. C'est-à-dire celui où nous mettions l'argent, on achetait des armes américaines et on les donnait à l'Ukraine, par exemple les missiles Patriot. Eh bien, soudainement, un porte-parole du Pentagone a déclaré que le département de la Défense le fera. C'est-à-dire qu'ils utiliseront ce qui avait été promis avec les fonds apportés par les Européens et qui sera finalement utilisé au Moyen-Orient. Le responsable de l'OTAN n'a pas précisé si l'Alliance est au courant de ce possible détournement d'équipements américains ou si elle était préoccupée par cette perspective. Dans un email, le responsable a déclaré que les pays continuent de contribuer au PURL, ce système, et que les équipements affluent continuellement en Ukraine. Cependant, depuis le début de l'attaque américaine contre l'Iran, il y a cette crainte que Washington utilise plutôt des munitions pour eux-mêmes et pour leur implication en Iran. Donc, comme nous le voyons, ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour les Ukrainiens. C'est évidemment la raison pour laquelle nous avons vu Zelensky très actif en essayant de se lancer dans la course. En parlant de l'article original, il vient du Washington Post, c'est le premier à avoir publié cette information. Il dit avec 3 sources internes qui cependant n'ont pas voulu, disons, s'identifier. Mais cette chose est assez intéressante à surveiller, mais c'est quand même assez intéressant à suivre, même par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours. L'une des plus grosses attaques de drones menées par les Russes a eu lieu il y a seulement quelques jours. Donc la tension continue d'augmenter en Ukraine, tout comme la campagne stratégique russe et l'utilisation des drones qui a augmenté au cours de la dernière année. Nous sommes passés pratiquement en 2025 de 300 drones à presque 800 ou 900. Et probablement pendant 2026, les vagues dépasseront les 1000. Pour donner une idée, on parle toujours de drones. Nous avons fait une courte vidéo où nous avons parlé du fait que les Ukrainiens ont créé quelques problèmes à l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, parce qu'ils sont passés avec leurs drones. Très probablement, laissez tomber les vidéos de propagande, il y a beaucoup de vidéos ukrainiennes qui montrent une grosse flèche allant de l'Ukraine jusqu'à Luga. Et d'autres endroits qu'ils ont frappés. En réalité, ils n'ont pas suivi cet itinéraire-là. C'est une simplification faite à des fins de propagande. En réalité, les Ukrainiens ne sont pas partis d'ici, de Kiev, ils sont arrivés à UST, Luga et Primorsk, en passant par la Biélorussie et la Russie.
En réalité, nous savons qu'ils ont fait le tour des frontières de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, et il semble qu'ils aient même franchi la frontière en Finlande, du moins dans les eaux finlandaises, parce qu'ils ont pratiquement fait ce trajet-là pour frapper. Et en faisant cela, pourquoi je vous dis que c'est de la propagande quand vous voyez les images avec la grande flèche qui va de l'Ukraine jusqu'à Usté? Luga, parce qu'en le faisant, ils ont touché une cheminée d'une usine. Je ne me souviens plus si c'était en Lituanie ou en Estonie. Donc ils ont fait quelque chose en passant parce qu'ils ont frappé près de Saint-Pétersbourg, Ust, Luga et d'autres endroits. Parce que par là transitent 40% des exportations de pétrole russe, surtout par ces deux terminaux, celui de Primorsk et Luga. Mais là, il y a aussi des champs, des docks de production dynastique, et cette chose est intéressante. Vous voyez, ceci est une vidéo réalisée par les Ukrainiens, et faites attention, la vidéo est immédiatement coupée. C'est-à-dire qu'on les voit partir, on dirait qu'ils vont en Biélorussie, mais en réalité, ils ont fait un autre trajet. Qu'ont-ils frappé ? Ils ont frappé des citernes et aussi, apparemment, certaines pompes de pression utilisées pour le pétrole. Nous le savons grâce aux images satellitaires et aux vidéos. J'ai aussi parlé, faites par les Russes, d'avant et d'après, et donc nous pouvons aussi faire une évaluation des dégâts. Dans ce cas, si l'on regarde en détail ce qui a été touché, en pratique, nous remarquerons de la fumée, des flammes, etc. Maintenant, il apporte aussi l'audio, je vous le dis, merci. Ils ont été touchés dans certaines zones, surtout portuaires, en ce qui concerne Primorsk et Luga. Et après, c'était pendant la nuit. Et après, nous avons vu les dégâts. Oui. Mais on peut voir clairement les dégâts causés. Et surtout, nous avons les images satellites d'avant, avant et après, où l'on peut voir la comparaison. Ici. Ils ont frappé pratiquement 5 citernes qui d'ailleurs brûlent encore, car les images de la NASA Firms nous montrent que tout est encore touché. Puis petit à petit, les nouvelles commencent à arriver, et on remarque aussi d'autres choses. Ils n'ont pas seulement frappé Ust-Luga et Primorsk, mais ils ont aussi frappé un endroit où l'on construisait un navire. Quel type de navire ? Voici d'autres images, celles-ci viennent d'Ust-Luga, elles sont d'aujourd'hui. Comme on peut le voir, il y a encore toute cette fumée noire, donc cela signifie que tout est encore en flammes, tout a été touché. Au milieu de ce qui se passe entre l'Iran, Israël et les États-Unis, entre autres, aujourd'hui peut-être un attentat. Une raffinerie américaine a été touchée, on ne sait pas si c'est un accident, mais ça sent vraiment mauvais, parce que c'est vraiment étrange qu'un accident se produise en Amérique. Comme par hasard, une raffinerie importante. Au moment même où il se passe ce qui se passe au Moyen-Orient. Aussi parce que, à voir comme ça, d'après les images, mais ensuite, quand j'aurai plus de temps, je les montrerai à des experts, disons, en explosifs. On remarque que les dégâts semblent venir de l'intérieur. Pour donner une idée, comme on peut le voir, il est pour le moins curieux que même les Américains aient ce genre d'accident, sabotage. On ne sait pas, mais surtout en ce moment, c'est un peu étrange. Qu'à la raffinerie Valero de Port Arthur, une grande installation de raffinage qui produisait 415 000 barils par jour. Soudainement, il y a eu une explosion interne. On remarque que tout ce qui était là est projeté vers l'extérieur, c'est typique d'une explosion, d'une déflagration. C'est un peu étrange, voilà, que cela se produise justement à un moment comme celui-ci. Donc en revenant à Luga, comme vous pouvez le voir, nous avons les images satellites d'avant et d'après.
Et nous savons que ces deux centres sont importants pour les Russes. Surtout en ce moment où ils cherchaient probablement à profiter de la hausse du prix du pétrole pour faire de l'argent. Soudainement, les Ukrainiens, évidemment, appliquent les sanctions, d'une certaine manière. Ce sont des vidéos réalisées par les Russes sur leur territoire, donc comme vous le voyez, ce ne sont pas des broussailles. Voilà, comme dirait quelqu'un, donc comme nous le voyons, il y a eu pas mal de dégâts. La chose intéressante, c'est que en plus de ce qui s'est passé par ici, comme je vous le disais, il y avait un navire en construction. Ce navire était le FSB Projet 23550, un navire de patrouille arctique, qui en réalité pourrait aussi lancer des missiles Calibra, avoir un hélicoptère, etc. Au début, on pensait que seules les raffineries avaient été touchées, parce que c'était ces informations qui étaient les plus visibles du point de vue des images satellitaires. Mais en réalité, ensuite, ceci est aussi apparu. Cette vue-ci. Les caméras du bassin de Radoub du port ont été piratées par les Ukrainiens. Seuls les Ukrainiens auraient pu avoir ce genre de vue sur le navire. Nous savons aussi quel type de dégâts ils ont infligé au navire lui-même, car d'autres images sont ensuite apparues petit à petit, et donc nous sommes en mesure de vérifier. Le navire a pris de la gîte. C'était ce type de navire, comme vous pouvez le voir, et voici les dégâts. C'était un navire d'une valeur d'environ 220 à 250 millions. Une chose comme ça, ici on voit clairement le navire incliné sur le côté. Là on le voit encore mieux, on ne sait pas quels sont les dégâts sur les côtés. De toute façon, il y a plus ou moins 2 navires impliqués, parce que je crois qu'ici aussi, celui sur lequel il s'est appuyé a quand même subi des dégâts. Donc comme on le voit, il y a des nouvelles assez intéressantes d'un côté comme de l'autre. D'autre part, les Ukrainiens utilisent une nouvelle méthode pour utiliser les drones, c'est-à-dire une méthode à distance. En pratique, la nouvelle façon de piloter les drones ne se fait plus avec l'opérateur à 20 km, etc. Très près. Dernièrement, ils développent probablement cette attaque ici, en fait, très probablement, cette attaque qui se trouve à 900 km des frontières de l'Ukraine. Très probablement, cela a été fait avec ce système. Ici, en pratique, avec ce système qui est évidemment lié au réseau satellitaire. Très probablement, à distance, tranquillement. Depuis un hôtel, ils ont réussi à piloter ces drones. D'ailleurs, maintenant, ça devient intéressant. Parce que si les deux commencent à adopter ce genre de méthode d'utilisation des drones même à 100 km de distance, au lieu d'avoir les opérateurs à 10 à 20 km, eh bien, il sera difficile de perdre des opérateurs. Donc il y aura une suprématie totale d'un côté et de l'autre de la part des drones. Il est vrai que les Ukrainiens ont un avantage parce qu'ils ont Starlink. Les Russes n'ont pas ce genre de couverture. Nous allons aussi expliquer pourquoi dans un instant. J'ai fait la couverture avec l'ours, avec le bandeau sur les yeux, pour un certain nombre de facteurs dont nous avons déjà parlé ces dernières semaines. Vous savez tous qu'ils ont été exclus de l'accès à Starlink. Et vous savez très bien que la Russie bloque Telegram. Donc ils ont perdu 2 formes de communication en même temps. Ce n'est pas comme si les Ukrainiens étaient restés les bras croisés si l'on regarde cette grande analyse de Toshini. Surtout en ce qui concerne les attaques et le type d'attaque que les Ukrainiens ont menées en profondeur, mais surtout où ils les ont menées. Et cela est lié à une autre information que je vous donnerai dans un instant. On sent qu'il y a anguille sous roche. Dans quel sens, anguille sous roche? Dans le sens où, très probablement, les Ukrainiens, depuis un certain temps déjà, vu les images et les géolocalisations, sont en train de détruire progressivement les systèmes anti-aériens russes, les radars et beaucoup d'autres choses de ce genre.
Et cela fait réfléchir, surtout en lien avec une certaine activité qu'ils développent ailleurs. Cela nous fait penser qu'ils se préparent. Et nous l'avons vu. Ils ont toujours utilisé leurs avions de manière très passive ces derniers mois, même les F-16, les Mirage 2000, etc. Ils ont toujours été utilisés simplement pour intercepter des drones et des choses de ce genre. Donc pas une utilisation importante dans des missions où l'on s'expose à des risques. Voilà, tout cela est intéressant parce que cela a permis aux pilotes d'être utiles et donc, entre guillemets, d'alléger la charge du système de défense anti-aérienne ukrainien. Mais surtout, ils ont acquis beaucoup d'expérience parce qu'ils ont quand même effectué beaucoup de missions à l'abri des défenses antiaériennes et de tout le reste. Et à mon avis, cela leur a permis d'acquérir une certaine expérience. Bien sûr, ils ne peuvent pas encore défier la puissance aérienne russe, mais ils peuvent certainement commencer à faire quelque chose. S'ils ont créé des zones, disons, où il y a des failles qu'ils ont créées eux-mêmes, pas des failles qui sont apparues par hasard. Et maintenant, je vais vous montrer ceci, qui est très intéressant parce que cela nous donne une idée de ce qu'ils ont fait. Ce sont toutes des géolocalisations de destruction de systèmes antiaériens et de radars russes. Surtout, comme vous pouvez le voir, dans la zone de la Crimée et pratiquement dans le couloir de Zaporijia et de Donetsk. Si je ne vous lis pas tout l'article, j'essaie de résumer ainsi. Au moins vous en comprenez le sens. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie, ici. C'est-à-dire combien de systèmes S-300, S-400 les Russes avaient-ils avant la guerre? Au total, 908. Actuel restant, 586 pertes nettes, 322 un changement de 30%. 45%. À noter qu'avant la guerre, Moscou, ou du moins l'oblast de Moscou, en avait 191. Maintenant, elle en a 260. Le sud du pays, qui en avait 100 avant la guerre, en a maintenant 130. Mais si vous remarquez, dans la zone centrale, ils ont pratiquement dû sélectionner ce qu'ils veulent défendre. Faites attention. L'attaque que les Ukrainiens ont menée récemment se situe justement dans cette zone. Ici, où il y a eu une baisse de 290 à 92, c'est la même chose pour la flotte de la Baltique. Presque 50% en moins, et la zone est ainsi que la zone centrale ont également été sacrifiées. Sachez que dans la zone centrale, le district central russe, ils en avaient 132 maintenant. Ils en ont 32. Ici, ils en avaient 139 et ils en ont 38. Cela signifie que, compte tenu de la réduction, ils ont dû choisir quoi défendre. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir ce que les Ukrainiens ont frappé. Ils ont frappé des systèmes Buk, donc des défenses à courte portée, des systèmes Tor, des systèmes Pantsir, Tungus, Castrela. Radar, beaucoup de radars S-400. Tu peux avoir une très belle batterie S-400, mais s'il n'y a pas de radar, ce ne sont que des morceaux de ferraille. Radar S-300, S-400 et d'autres lanceurs. Comme vous pouvez le voir, c'est un choix judicieux pour frapper. Et il y a toutes les vidéos correspondantes que vous pouvez aller consulter, je vous donnerai ensuite le lien. Ce qui est intéressant dans tout ce qui se passe, c'est surtout cela. La destruction des systèmes radars et de guerre électronique russes. Je vous assure que ce sont des systèmes très coûteux, difficiles à remplacer et qui nécessitent du personnel. Oui, Leningrad serait Saint-Pétersbourg, à toi de voir. Donc, il est intéressant de voir que le nombre de radars détruits est très élevé. Cela signifie qu'ils essaient d'aveugler les Russes, surtout dans la région de la Crimée et du corridor de Zaporijia. Ici, il y a aussi la division par type. Défense aérienne à longue portée, c'est-à-dire les défenses anti-aériennes à longue portée, à moyenne portée et les systèmes radars d'alerte précoce ou de ciblage. Parce que tout cela est assez intéressant. Ici, vous trouvez toutes les autres données, vous pouvez voir les images satellitaires. Parce que si on relie cela aussi à l'attaque de l'usine Cyberborocho,
qui, comme par hasard, produisait justement des pièces pour ce genre de système, donc de la microélectronique, etc. Et si nous relions tout cela surtout à la récente information faisant état d'une activité inhabituelle de la part de l'armée de l'air ukrainienne, cela nous fait penser qu'ils voudront très probablement tenter de faire quelque chose avec cette armée de l'air. C'est l'idée de base. Ils ont au moins créé les conditions dans certaines zones pour peut-être réussir à faire quelque chose. Les forces ukrainiennes mènent un très grand nombre de missions d'entraînement, surtout dans l'oblast de Ternopil. Donc évidemment, ils ont aussi reçu d'autres avions et, comme par hasard, il circule aussi beaucoup de vidéos filmées par des gens sur l'activité de ces avions. D'ailleurs, l'une d'elles était celle-ci, mais tu es vraiment un putain de connard. Ici, on peut voir un F-16 ukrainien qui va abattre un drone. C'est le drone Beran russe qu'on entend passer. Le F-16 ukrainien, ce genre d'activité, surtout à basse altitude, donne de l'expérience aux pilotes ukrainiens. Ils n'en ont pas beaucoup, mais s'ils créent des zones, au moins là où il y a des trous dans la couverture, peut-être que nous verrons un certain type d'activité, même offensive, en plus de celles passives que nous avons vues jusqu'à présent. Donc nous allons suivre cette affaire de près. Disons que relier toutes ces données nous apprend quelque chose. Comme je l'ai dit, la couverture résulte de tous ces facteurs réunis. Ils aveuglent les radars et défenses antiaériennes. Les Russes s'aveuglent eux-mêmes avec Telegram et ensuite ils ont été exclus de Starlink. Les Russes sont restés à regarder. Bien sûr que non. J'ai consulté Marco Bussi et il m'a dit qu'honnêtement, compte tenu du nombre de satellites qu'ils lancent, ils ne peuvent absolument pas faire ce que font les Ukrainiens. Avec Starlink, pour vous donner une idée, cependant, dernièrement les Russes, on a découvert qu'ils avaient lancé 16 satellites en orbite basse et ils essaient pratiquement de se créer leur propre mini Starlink. Aussi parce qu'ils n'en ont pas besoin sur tout le globe, ils en ont seulement besoin dans une certaine zone. Mais c'est encore vraiment trop peu pour avoir une couverture réelle. Donc, comme vous pouvez le voir, ils essaient de pallier aux problèmes qu'ils ont eus avec le fait qu'ils ont été exclus de Starlink. L'autre, ils se le sont créés eux-mêmes, c'est-à-dire celui de la censure, il est encore sur Telegram. Ce vide d'informations, ajouté à l'activité ukrainienne, laisse penser en somme que quelque chose pourrait se passer. Surtout, nous avons vu pendant les mois de janvier, mais surtout février a été le pire mois du point de vue des avancées russes depuis le début de 2024. Pratiquement, cela signifie donc que cela a eu un gros effet, au-delà du froid, etc., qui a un peu ralenti tout le monde. Mais du point de vue des avancées, février a été le pire mois pour les Russes depuis le début de 2024. En pratique donc, il est intéressant de voir si c'est une cause parmi de nombreux facteurs à laquelle il faut accorder de l'importance. Quel est le poids du facteur Starlink, du facteur Telegram ou de l'activité ukrainienne ? Ils ne détruisent pas seulement les radars et les systèmes anti-aériens, ils détruisent aussi très souvent les antennes individuelles, les relais, etc. C'est pourquoi nous voyons un front. C'est un mois plutôt lent, donc, comme nous le voyons, les Russes essaient de remédier à cette situation. Ces ne suffisent pas, mais c'est un début de leur part. C'est quelque chose que nous devons suivre pour voir si cela commencera à avoir des effets à long terme. Parlons un peu aussi de la situation des Russes avec le réseau russe détérioré. Ils pourraient faire attention, ils pourraient lancer quelques attaques parce qu'on leur a donné quelques bombes guidées. D'habitude, ils les utilisaient à Tetkino, au nord de Soumy, etc., en les larguant un peu comme des bombes planantes à quelques dizaines de kilomètres. Mais il y avait vraiment peu d'activité. On les avait vus bombarder les ponts à une certaine période, mais c'était toujours du coup de main et ils repartaient aussitôt.
Et ils essaient quand même d'agir dans une zone de sécurité. Peut-être qu'avec ce qui se passe en ce moment, ils essaieront de faire quelque chose de plus. Ou en tout cas, cela réduit aussi, disons, la marge de manœuvre des Russes sur ce point. J'en profite aussi pour vous donner quelques mises à jour sur l'application que nous sommes en train de développer, c'est-à-dire l'application avec l'intelligence artificielle. Elle catégorise les sources et vous donne des indications sur la véracité de la source, sa fiabilité, et elle les classe par type. Donc si c'est une information aéronautique, navale, d'alliance ou des choses de ce genre, nous y travaillons, nous sommes en bêta interne, enfin c'est peut-être plus une alpha qu'une bêta. Nous allons travailler sur un moyen d'essayer d'inclure aussi la communauté. Nous avons pensé à certaines choses, comme donner un certain nombre de clés. Surtout aux personnes qui se sont investies sur mon Telegram pour poster, publier des nouvelles, les réfuter, etc. Et puis, pendant une discussion, j'ai eu une idée, c'est-à-dire l'idée de... Je m'en suis souvenu, le programme SETI, vous vous en souvenez ? Search for Extraterrestrial Intelligence, il y avait un petit programme. Comme ce truc est très lourd même pour nous, il est difficile de dépasser un certain nombre d'utilisateurs à moins de récolter de l'argent. Ou à moins que nous ne parvenions à faire, ou du moins en partie, à répartir la charge de calcul du type Cetium. Alors, quelle est l'idée ? Nous créons un petit logiciel que les gens pourront installer chez eux et bien sûr nous avons évidemment fixé une limite, de façon à ce qu'ils n'utilisent pas plus de 10 à 15% des ressources de votre ordinateur et de votre carte graphique et que vous puissiez aider notre intelligence artificielle à classer les sources. Donc bravo! Une sorte de contribution collective, donc un certain nombre de personnes, surtout celles qui ont le plus contribué sur Telegram. Elles seront également prises comme étant comme initiales ainsi que les feedbackers et aussi pour une révision manuelle. Tenez compte du fait qu'à l'heure actuelle, nous avons déjà plus de 11 000 sources dans l'application et que nous sommes en train de les classer. Mais si nous faisons un calcul distribué comme ça, avec un petit programme, tout le monde peut donner un coup de main. Énormément. GPU ou CPU, car nous tenterons de le configurer pour ne pas gêner les gens. Certains comme moi laisseront peut-être leur ordinateur allumé pour aider. Mais cela nous permettra d'accueillir plus d'utilisateurs, parce que tenez compte que rien qu'en dépassant les 5000, nous avons déjà des coûts énormes. Au lieu de cela, avec ce système, si la communauté nous aide, quand vous sortez de chez vous, vous ne le laissez même pas pour une journée. Quelques heures suffisent. Une chose comme ça, si on en parle, je le dis tout de suite. Si vous vous y connaissez dans ces domaines, etc., LLM ou calcul distribué et que vous voulez donner un coup de main, écrivez-moi par mail et je vous mettrai directement en contact avec l'équipe technique. Et s'ils voient que vous êtes compétent et que vous pouvez aider, vous serez les bienvenus. Quoi d'autre, si vous y allez ? Dans la description, j'ai mis le lien vers le site de l'application où nous publions les mises à jour, ainsi que pour envoyer votre candidature, disons, si vous voulez contribuer ou donner un coup de main. Aussi d'un point de vue. D'un point de vue technique, je vous assure que ce projet est vraiment intéressant. Parce que comme ça, pendant qu'on discutait, je me suis dit, mince, mais si on fait un calcul distribué au lieu d'acheter un méga serveur et qu'on se fait aider par les gens. Et alors, ça m'a rappelé cette vieille histoire de SETI, et on l'a pratiquement relancée. Ils ont travaillé dessus jour et nuit, et ça va être quelque chose d'intéressant. En attendant, merci. Ici, vous pouvez suivre le site d'Ozint Intelligence. Alors, qu'en pensez-vous ? Nous vous impliquerons du point de vue technique et pour les retours, mais surtout, si vous pouvez donner un coup de main avec le calcul distribué, vous ferez aussi partie de l'équipe. Il y a aussi un classement, donc il y aura un système de points. Pour ceux qui arrivent en tête, on inventera quelque chose. Peut-être qu'on fera un live avec les 3 premiers contributeurs.
De ce point de vue-là, soit on ira dîner avec moi, soit quelque chose dans ce genre. Ce sera donc le premier projet en Italie de calcul distribué et d'intelligence artificielle où la communauté et le créateur de contenu ensemble vérifient les sources à la fois manuellement, avec l'aide de vos ordinateurs, et bien sûr en améliorant les paramètres de l'intelligence artificielle. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre en Italie qui fasse quelque chose de ce genre, donc j'en suis particulièrement fier. Passons à ce qui se passe sur le terrain. Pas mal de choses se passent, mais pas partout. Sur le terrain de Vovchansk, comme vous pouvez le voir, les flèches vont vers le haut et vers le bas. Il y a eu des infiltrations russes vers Vilcha et il y a eu des contre-infiltrations ukrainiennes. En pratique, il n'y a pas eu de grands changements dans la situation, aussi parce qu'il n'y a pas eu d'ajout d'unités d'un côté ou de l'autre. Au nord de Kupiavovchansk, les Russes continuent d'élargir cette bande de terrain, en revanche qui se trouve juste à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Cependant, malgré le fait qu'ils aient accumulé dans la zone quelques unités, comme on peut le voir, quelques régiments et même une division motorisée, il ne se passe pas grand-chose. À noter qu'en attendant, les Ukrainiens, discrètement, sont en train de creuser toute une série de systèmes de tranchées, de fossés anti-chars, etc. Kupiansk, on ne parle pas beaucoup de Kupiansk parce qu'il ne s'est pas vraiment passé grand-chose à Kupiansk. Il y a des infiltrations russes d'est en ouest, mais au final, rien de définitif. Peu d'activité, honnêtement, d'un côté comme de l'autre, aussi parce que nous verrons. Les Russes ont déplacé beaucoup d'unités, surtout sur 3 axes, c'est-à-dire celui de Siversk et Liman, en général celui du Donetsk et évidemment celui de Zaporizhia. En retirant des ressources aux autres fronts et donc en diminuant le potentiel d'attaque, c'est une vision plus large de la situation autour de Kupiansk. Ensuite, les Russes s'étendent, ils sont arrivés au pont devant l'Oskil, mais il reste encore ce goulet d'étranglement qu'ils contestent de plus en plus. La partie la plus intéressante, en revanche, s'est produite à Liman. Il y a quelques jours, il y a eu une tentative mécanisée russe avec une centaine de véhicules, parmi lesquels des BTR 80, des BTR 80A, des quads, des motos et tout le reste. Ils ont pratiquement tenté 2 choses. D'une part, ils ont frappé le barrage derrière Liman, ce qui est intéressant. En essayant d'isoler, comme vous le voyez, cela s'appelle le shaping, c'est-à-dire qu'ils essaient d'isoler les points de jonction par lesquels les Ukrainiens amènent des renforts. Donc la route de liaison entre Liman et Sloviansk se trouve au nord-ouest, le pont qui reliait Jampil à la zone plus au sud. Donc comme nous pouvons le voir, il s'active. Cette carte que je vous recommande, du moins pour ce type de géolocalisation, est une carte qui vous permet d'aller voir même une seule perte. Donc quand quelqu'un veut dire « Ah, ce n'est pas vrai que les Russes ont perdu celui-ci ou celui-là », je vais vous la montrer, j'ai seulement fait une capture d'écran. Mais si vous y allez et que vous l'ouvrez, pour chaque véhicule dont je vais aussi montrer les vidéos, il y a les pertes. Cela signifie que si vous cliquez là, vous avez la source, vous voyez la carte. Voilà, si vous cliquez ici sur le point. Vous pouvez cliquer directement sur la source. Donc il y a toutes les vidéos correspondantes, puis il y a un montage. Quoi qu'il en soit, la tentative russe était pratiquement de contourner les Ukrainiens dans la zone de Kaldini, à l'arrière de Liman. Et en plus, nous verrons, ils ont aussi frappé un barrage pour tenter d'isoler le secteur. Comment s'est passée l'attaque ? Comme toutes les attaques mécanisées de cette guerre, menées honnêtement par les 2 camps, c'est la véritable attaque. Et, comme vous pouvez le voir, les Ukrainiens le savaient très bien, et les attendaient donc avec des drones.
Les Russes sont obligés, évidemment à cause des champs de mines, de suivre seulement certaines routes assez étroites. Pourquoi est-ce que je raconte cela? Parce qu'une attaque avec 20 véhicules, 30 motos et un quad change le cours de cette guerre. Non, mais simplement parce que ces derniers mois, on n'a pratiquement rien vu sur le plan mécanisé. Et beaucoup se demandaient s'il y aurait un retour à ce genre d'activité. Comme on le voit, ce n'est vraiment pas idéal, ça ne mène pratiquement à rien, donc ils doivent inventer une autre méthode pour réussir à faire quelque chose. C'est pareil de l'autre côté. Ce n'est pas parce que les Ukrainiens prennent 20 blindés, se mettent en file et tentent de charger qu'ils auraient un sort différent. Malheureusement, les drones, comme on le voit, ne laissent aucune chance. Je ne comprends pas pourquoi ils s'obstinent à utiliser ces tactiques alors qu'il est évident que c'est contre-productif et démoralisant. J'imagine que c'est un peu le cas pour tous ceux qui y participent. Donc, comme nous pouvons le voir, il y a une double pression, surtout dans le secteur de Siversk et dans cette zone. Autour de Liman. Ce qui est intéressant, c'est que l'attaque que nous avons vue dans la vidéo se situait au nord-ouest de Liman. Et c'est le barrage qui a été touché, le pont-barrage, parce qu'il se trouve sur l'axe reliant Sloviansk à Liman. Donc les Russes ont tenté d'isoler Liman. Et probablement essayé soit de passer par l'arrière, soit de la contourner. Le but final, très probablement, est d'arriver à l'arrière de Sloviansk par un autre axe. Voici la vidéo de l'attaque de Frato, une vidéo comme vous le voyez avec des bombes planantes, publiée par les Russes. Je ne sais pas si ce sont des bombes planantes ou des drones, ce n'est pas clair. Je ne pense pas que le pont... Je crois qu'il a été réparé, peut-être pour la 1000e fois, et comme vous pouvez le voir, c'est peut-être même un pont fait un peu à la va-vite. Pour vous donner une idée, c'est le pont sur le Siversky Donets. D'après la vitesse, il me semble que ce sont peut-être aussi des drones. Les bombes planantes sont généralement plus rapides. Voilà, ça te donne une idée. Les activités menées par les Russes, surtout à l'arrière de Liman, donc la situation n'est pas des meilleures pour les Ukrainiens. Sur un autre axe, les Russes avancent petit à petit, les Russes s'approchent et essaient de s'infiltrer à l'intérieur de Liman. C'est une pression constante qui s'approche du point de rupture. Les dernières incursions russes, comme vous pouvez le voir dans la zone contestée, englobent les deux côtés de Liman. Voici le pont d'Iga que vous avez vu tout à l'heure, et l'autre attaque, quant à elle, passée au nord de Liman. Un autre secteur où les Russes avancent est celui de Siversk. Dans le secteur de Siversk, ils concentrent quelques unités et surtout, dernièrement, ils essaient de prendre le contrôle. Surtout de la route qui mène à Kramatorsk. Selon moi, le but est de prendre la route principale, qui serait celle-ci, qui mène à Kramatorsk. Et ils essaient de toutes les manières possibles, surtout dans ces zones. Voici les dernières localisations des infiltrations russes. Évidemment, infiltration est une chose, terrain contrôlé en est une autre. Mais nous remarquons qu'ils se rapprochent. C'est le secteur où ils déploient probablement le plus d'unités. Ce n'est pas un secteur très favorable pour les Ukrainiens. Étant donné qu'il y a un petit fossé, un canal et quelques systèmes défensifs, mais il n'y a pas de grands centres urbains. Avant Sloviansk, Mykolaïvka, Kramatorsk. Disons que ce qui a servi de bouchon pendant tout ce temps, c'était Siversk. C'est Siversk qui a servi de bouchon à tout cela. Je vous montre aussi d'autres cartes en parallèle pour vous donner une idée. Les points jaunes représentent les actions menées par les Russes dans cette zone. Donc à chaque fois, je vous montrerai les cartes terrestres, puis je vous montrerai aussi l'activité des Russes avec les bombes planantes et l'artillerie. On peut clairement voir quelles sont les zones d'intérêt principales où ils essaient d'ouvrir, disons, la voie.
Ici, les géolocalisations ukrainiennes sont en bleu, celles des Russes en rouge. Et donc ils ont réussi à les faire, ils ont réussi à les reconnaître, ils ont été faits, et donc ils ont réussi à les reconnaître. Faits. La première fois, donc ils ont réussi à les reconnaître. Fait, reconnaître la première, et donc là. Donc ils peuvent reconnaître, fait, la première fois qu'ils ont réussi, ils ont été faits pour cela, ils ont réussi pour la première fois, oui, la première fois. La fois, pour la première fois. Celle qui va de Kostiantynivka à Druzhkivka. Notez que les Russes essaient depuis longtemps de s'infiltrer justement par l'arrière pour réussir à la refermer à Kostiantynivka. La fois, donc les Russes ont réussi. Ils exercent beaucoup de pression, il y a des infiltrations russes, qui ont déjà été localisées même très à l'intérieur de la ville, surtout si l'on regarde la zone au sud-est. Et maintenant qu'ils ont pris Bereztok, où il y avait cette zone fortifiée et un peu surélevée, notez qu'ils utilisent maintenant Bereztok comme tête de pont pour essayer de s'infiltrer dans la ville depuis 3 directions. Si vous vous souvenez, dernièrement, il y a eu des inondations. Ici aussi, des barrages ont été touchés. Vous vous en souvenez ? Ces 2 bassins d'eau avaient été frappés par les Russes pour inonder la zone située derrière Kostiantynivka afin de l'isoler. Un peu comme ils l'ont fait exactement à Liman dans la vidéo précédente. Bravo Winter, tu t'en es souvenu, c'est pourquoi ils avaient aussi attaqué les barrages là-bas. Remarquez qu'en avançant lentement, ils n'ont encore rien consolidé à l'intérieur de la ville, mais ils commencent à s'infiltrer. Remarquez les dates et regardez les périodes, tout se passe entre novembre et aujourd'hui pour donner une idée, mais vraiment très peu. L'essentiel concerne mars, janvier, mars, février. C'est ce que nous dit aussi l'Institut pour la guerre. Le 24 mars, ils avaient réussi à atteindre Ambir à Linivka, qui est un secteur adjacent à la ville, surtout dans la zone de Predtekin qu'ils utilisent pour déborder Kostiantynivka. Voici les dernières géolocalisations des unités russes qui se sont infiltrées et comme vous pouvez le voir, elles se sont infiltrées assez loin par rapport à l'agglomération urbaine. C'est clairement une carte très russe. Donc, comme vous pouvez le voir, ils indiquent pratiquement pas de zone contestée, mais ils disent qu'ils l'ont déjà prise, qu'ils sont déjà à l'intérieur, alors qu'en réalité, c'est une zone contestément. Disons qu'ils n'utilisent pas les zones. Ne pas utiliser les zones contestées n'est vraiment pas l'idéal. Ce n'est pas parce que 2 fantassins sont apparus que cela signifie quoi que ce soit. La meilleure chose, du moins ce qu'ont adopté les meilleurs cartographes, c'est évidemment ce degré d'incertitude, quand tu n'es pas en mesure de certifier quelque chose. Aussi parce que, du fait que tous les deux utilisent de moins en moins d'infanterie et qu'ils sont de moins en moins motivés à essayer de l'utiliser. Pour occuper des zones, on voit l'activité de quelques unités, que ce soit en défense ou en attaque, sauf en petits groupes. Et donc il est inévitable que tout le front soit, disons, fragile. Pour vous donner une idée, il y a des offensives ponctuelles, il y a un no man's land généralisé, parfois même de 20 km. Pas une idée, pas un chemin, parce que maintenant les drones opèrent comme un accordéon, ils s'ouvrent de plus en plus. Donc ils couvrent 20, 30, 40 km. Donc la zone contestée, incertaine, où un jour on localise déjà 8 unités ukrainiennes, le lendemain des Russes, etc. Elle augmente de plus en plus. Donc comment voyons-nous cela ? La situation à Kostiantynivka en est à la phase initiale, où les Russes, probablement lors de la première offensive, tenteront de la prendre d'assaut, mais chercheront aussi à la couper de ses arrières. Bravo, comme une catapulte. Citation de Macho Capatonda. Passons maintenant à la zone de Pokrovsk et Kressine. En ce qui concerne Pokrovsk, comme vous le savez, ils ont déjà pris la ville depuis un certain temps et ils avancent maintenant vers Kressine. Et dernièrement, ils ont réussi à consolider la prise de la ville, du moins pour la majeure partie. Comme vous pouvez le voir, Pokrovsk est désormais complètement sous contrôle russe, tout comme Mirnograd, une partie de Rodinske,
mais surtout ils ont maintenant réussi à s'infiltrer à Krechin. Si vous vous souvenez, lors du live précédent, Krechin était soumise à un bombardement hallucinant de bombes planantes. Sachant que la plupart des bâtiments sont de petites maisons, elle a été pratiquement rasée. Dernièrement, on remarque aussi des unités russes qui s'infiltrent derrière les Ukrainiens à Bilitske. Alors, comme vous le voyez, ce saillant, de l'autre côté de Pokrovsk, Krechin, Rodinske et Bilitske, ce n'est vraiment pas l'idéal, n'est-ce pas? Pour les unités ukrainiennes qui se trouvent dans la zone, elles devraient probablement se redéployer du côté de Dobropilia, qui était autrefois aussi le centre de commandement de la région. Pour les Ukrainiens, ce sont les dernières géolocalisations. En ce qui concerne les Russes, par ici, comme vous pouvez le voir, ils ont pratiquement pris toute Krechin, il devient ensuite plus compliqué pour eux d'avancer. Parce que comme vous le voyez, il y a ces étendues d'eau, beaucoup de routes et des champs avec très peu de terrain à exploiter. Donc, comme nous le voyons, il y a un peu d'activité, il est intéressant de noter que l'essentiel de l'activité reste tout de même faible. Je veux vous montrer quelque chose d'intéressant d'un point de vue statistique par rapport à ce que nous avons vu au cours des 3-4 derniers mois de guerre. C'est-à-dire le fait que, regardez les couleurs, alors plus la couleur est foncée, plus les unités étaient déconcentrées sur un type de front. À mesure qu'on se rapproche du blanc, il y a plus d'unités dans ce secteur. D'accord, par exemple, le blanc correspond à mars 2026. Le beige correspond à peu près à la période entre septembre et janvier, septembre 2025 et janvier 2026. Si vous faites attention, vous le voyez grâce aux barres blanches plus hautes. La majorité des unités russes ont été déplacées vers les secteurs de Kramatorsk, donc toute la zone de Siversk et Donetsk, ainsi que Zaporizhia, ce sont les principaux secteurs. Kupiansk l'était jusqu'à environ octobre-novembre de l'année dernière, donc on voit une concentration des ressources, surtout à Donetsk. Voici les brigades russes, voici les divisions russes. L'essentiel se passe un peu comme ce dont on parlait au début du direct. Concernant les systèmes anti-aériens, dont ils en avaient 900 au début de la guerre, ils sont passés à moins de 300 et donc ils ont commencé à en déployer moins, dans certains secteurs. Ici aussi, il y a une rationalisation des forces, un regroupement, en ce qui concerne certaines zones. Donc nous savons grâce aux bombardements, aux tentatives avec les troupes mécanisées et à ces regroupements que les 3 points sur lesquels les Russes pousseront le plus au printemps et en été sont Kostiantynivka, Liman, Kramatorsk, Sloviansk. L'idée est probablement d'arriver au siège de la ville, donc il est intéressant de voir que c'est le cas. Cette manœuvre est en cours. Peu ou rien en ce qui concerne la zone de Soumy, et ils essaient probablement de faire des économies dans d'autres zones qui sont devenues moins actives. Disons que si l'on devait dresser un tableau de l'intention générale russe, pour le moment, c'est cette idée-là. Prendre Kostiantynivka par les 2 flancs, arriver à Droujivka et surtout essayer de prendre cette route pour atteindre Sloviansk le plus rapidement possible. Pourquoi Sloviansk ? Parce qu'au lieu d'attaquer Liman de front ou d'essayer de la contourner, comme ils ont tenté de le faire avec cette attaque mécanisée dont nous parlions il y a 10 minutes, s'ils parviennent à prendre Mykolaïvka et à isoler Liman en détruisant les ponts, Liman devient intenable pour les Ukrainiens. Et ils devront inévitablement se replier parce qu'ils veulent aussi contourner Liman par le nord. Parce que s'ils parviennent à atteindre cette zone, ils coupent une importante voie de ravitaillement pour Sloviansk, car Sloviansk aura 1, 2 puis 3 routes sous contrôle. Cela signifie que tous les drones russes qui réussiront à se positionner, les opérateurs de drones dans cette zone attaqueront pratiquement cette route logistique. Donc tout sera très centralisé et sous le feu.
C'est au moins l'objectif russe pour 2026 dans la région. Essayer de prendre Kramatov, Sloviansk, Kostiantynivka et Liman. Il semble que toutes les forces, ou du moins qu'ils privilégient les efforts offensifs dans ces zones, ce sont celles-ci. Donc nous verrons ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, tout avance très très lentement. Si l'on regarde les avancées qui ont eu lieu pendant cette période, on se rend compte que c'est la pire période de presque 2 années consécutives d'offensive russe. Ici, on peut voir comment était l'ordre de l'avancée en Khlum 2 en octobre 2023. Pendant toute l'année 2024, ils sont restés à l'offensive. Ils ont repris en mai-juin, comme on peut le voir, de 2025, puis on avance vers les mois d'hiver, novembre-décembre, mars. C'est aussi la faute de la météo, la faute de Starlink, la faute de Telegram, la faute de nombreux autres facteurs. Mais il est intéressant de voir qu'ils ne faisaient pas aussi mal qu'en mars 2026, ni pratiquement qu'en décembre 2023. C'est-à-dire, pour donner une idée, c'était depuis cette période-là qu'ils n'avaient pas aussi peu conclu. C'est intéressant et c'est aussi intéressant de mentionner, bravo de vous en souvenir, la question de l'augmentation des offres de recrutement, mais on n'avait pas vu une avancée territoriale aussi faible depuis décembre 2023. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Donc comme on peut le voir, ils continuent tout de même, en général, à gagner du terrain. Un peu partout, mais avec une lenteur qu'on n'avait pas vue depuis 2 ans. Donc c'est un peu une combinaison de plusieurs choses. Le gel qu'il y a eu n'a certainement pas fait du bien non plus à l'activité offensive russe. Tenez aussi compte du fait que les gains territoriaux ont également été compromis par cette contre-infiltration ukrainienne qui a ensuite réussi à consolider en partie leur contrôle du terrain et qui a ensuite réussi à créer d'autres zones disputées et qui a progressivement érodé environ 200 km² de territoire que l'on considérait à tort comme consolidé par les Russes. Donc il faut aussi garder un œil sur ces choses-là. Je vais vous montrer que certains cartographes, dont l'un est notoirement très généreux envers les Russes, lui aussi et d'autres, ont commencé à constater ce qui s'est passé dans la région, surtout au nord de Juliaïpol. Et donc en somme, ils ont pris acte que d'accord, ce n'est pas une contre-offensive ukrainienne, mais quand même ces contre-attaques ont repris des villages. Et inévitablement, la zone contestée s'est déplacée un peu plus en arrière, puis ils en ont repris un autre, et à nouveau la zone contestée s'est déplacée un peu en arrière. Donc c'est une sorte de mini-offensive menée sur plusieurs mois, avec de petits groupes qui ont progressivement reconquis toute une série de villages. Mais il est difficile de parler d'offensive, car tout s'est fait par petites étapes, de manière très graduelle et lente. Mais l'effet final, au bout du compte, a été qu'ils ont repris un total de 19 villages, si je me souviens bien, et un peu de terrain. Et donc, au final, le résultat est que les Russes ont perdu des positions. Maintenant, nous verrons, car ils en creusent d'autres, au sud de Juliaïpol. Alors, venons-en aussi au reste de la situation générale. Disons surtout en ce qui concerne la zone de Ternuvat, qui est la zone un peu plus ça. Les cartes qui nous montrent surtout les activités de bombardement nous donnent une idée de l'endroit où les Russes s'apprêtent à agir. Vous vous souvenez qu'ils sont montés le long de Kressine, Trapokros, Myrno, Arad, etc. Voilà, regardez bien, en rouge ce sont les bombardements jusqu'à la fin de 2025, en jaune ceux de 2026. On comprend déjà où ils visent. Regardez la zone d'Oudachne, merci.
Donc on observe aussi ce genre de choses pour comprendre un peu quelle est l'activité. Voici Pokrovsk, c'était la zone d'Oudachne. Ils sont remontés exactement le long de cette zone de bombardement. Donc ici, c'est vraiment intense. Chaque point est une bombe planante. Ce n'est pas rien. C'est vraiment une activité de fou. Donc on voit la zone où les Ukrainiens ont réussi, petit à petit, avec de petites contre-attaques, à reprendre plusieurs villages. Donc ils ont déplacé, comme on le voit, la zone contestée. Et cela est intéressant, parce que pendant que les Russes tentent à nouveau, avec d'autres infiltrations à leur tour, d'aller vers l'ouest, au-delà de Ternovat, les Ukrainiens essaient d'arriver dans le dos de la position russe de Kouliaïpol. Et cela est intéressant parce que si les Ukrainiens parviennent à arriver autour de cette zone, c'est-à-dire entre Berezov et surtout ici, ils isolent les Russes. Par cette route qui, comme vous le voyez, part de Velika, Novosilka et traverse tout, il n'y a que celle-là, il n'y en a pas d'autre. Transversale, c'est-à-dire d'est en ouest, celle-ci part de Velika, Novosilka et descend jusqu'à Kouliaïpol. Les Ukrainiens, petit à petit, sont en train d'éroder cette position par l'arrière. C'est ce qu'ils essaient de faire, surtout dans cette zone. Ici, c'est-à-dire la zone d'Ouspenivka, c'est assez clair. Tu as les Russes qui poussent vers Kouliaïpol, pas plus au sud, et tu as les Ukrainiens qui essaient de couper et de sectionner. Ce saillant sert aussi à gagner du temps, à renforcer Ternouvatin. Pendant ce temps, les Russes, qui ont compris qu'au nord de Kouliaïpol, il y a beaucoup de résistance et de nombreuses contre-attaques ukrainiennes, ont commencé à déplacer des unités. Ou, au sud de Kouliaïpol, ils essaient de gagner du terrain de l'autre côté, car sinon tu te retrouves avec Kouliaïpol sur ce flanc, et tu risques de trouver les Ukrainiens aussi sur l'autre flanc. Tu comprends. Évidemment, dans cette guerre, il est très difficile de faire ce genre de choses, car aussi bien les Ukrainiens que les Russes avancent vraiment à une vitesse léthargique pour déplacer des unités. Ici, on le voit encore mieux, les Russes poussant vers Ternouvat et, à l'ouest de Kouliaïpol, les Ukrainiens avancent vers Spenivka. Merci à tous. C'est la tentative que font les Ukrainiens. Chacun essaie de jouer sa propre carte, chacun. Mais tous les deux, malgré les Ukrainiens, ont réussi à reprendre 50-200 km². Dans cette zone, petit à petit. Mais ils ont quand même mis 2 mois et demi. En 2 mois et demi, on ne fait pas d'encerclement, on ne fait pas de piège, il n'y a pas de piège. Dans ce sens, cependant, on peut voir clairement comment la zone, pour les Russes, est plus exposée de ce côté. Donc nous verrons ce qui va se passer. Donc d'un côté, nous avons les Russes qui essaient de pousser sur le flanc ouest de Kouliaïpol pour arriver derrière Orekiv. Arriver, c'est un effet domino. Les Russes veulent couper la route qui va de Kouliaïpol à Velika Novosilka. Les Russes veulent couper aussi la route de Kouliaïpol vers Orekiv. Donc chacun essaie de faire avancer ses propres objectifs. Dans le secteur de Kamianske, qui se trouve à gauche entre Orekiv et le Dniepr. Dernièrement, il y a eu des attaques et des contre-attaques des deux côtés, où les Russes ont réussi à atteindre Malokaterinivka, et maintenant les Ukrainiens contre-attaquent en direction de Primorske. Alors comment interpréter ce nombre d'unités, surtout d'infanterie, qui tiennent le front ou qui attaquent le front ? En si petits groupes ou qui tiennent le terrain avec des groupes aussi petits. Cela provoque cet effet de pendule, où un jour il y a une incursion russe de 10 km en avant et le lendemain c'est une incursion ukrainienne. En fait, il s'agit d'une carte russe et ce sont les Russes, dans ce cas, qui géolocalisent de l'unité ukrainienne dans cette zone. Ce qui ne veut pas dire que les Ukrainiens l'ont prise, simplement qu'ils se sont infiltrés exactement comme le font les Russes. Notez qu'il y a une contradiction dans les termes.
Pourquoi cette carte s'appelle-t-elle Kremie Caprice? Quand ce sont les Russes qui s'infiltrent, vous voyez le point rouge, ça c'est l'infiltration russe. C'est-à-dire celle-ci. Ils la considèrent déjà comme prise, vous voyez, il n'y a pas de zone grise. Si les Russes s'infiltrent, tout est considéré comme pris. Si ce sont les Ukrainiens, par contre, qui sont signalés comme infiltrés, à l'intérieur de la zone qui, selon cette carte, est solidement contrôlée par la Russie, elle reste une zone solidement contrôlée par la Russie. Eh bien, c'est un miracle de constater en revanche que des cartes plus sérieuses, comme celle de Pulvulan, montrent une zone grise d'incursion. Et la zone réelle de contrôle, par contre, est en retrait. Si vous allez sur la mienne, c'est exactement la même chose. C'est beau de voir ce 2 poids, 2 mesures en ce moment. Mais je dis-je, si tu appliques une méthode et qu'elle se retourne contre toi, peux-tu planter le drapeau ukrainien à l'intérieur du terrain? Que tu déclares comme zone consolidée, c'est ridicule. Mais que voulez-vous que je vous dise? On vit aussi de ces choses-là. Si quelqu'un a une méthode, il doit appliquer la méthode. Point. Sempre e comunque in ogni caso. Je vais montrer un exemple de la façon dont nous cartographions la carte d'Orsi. Non, c'est Crème Caprice, je ne sais pas quelle carte il suit, mais si tu utilises Crème Caprice, c'est un vrai chaos. Là, vous voyez une zone consolidée, une zone où l'on sait qui se bat. Et elle est assez large parce qu'il est impossible de déterminer. Donc pas de double standard pour personne, c'est la méthode. Il fait également remarquer que la plupart des cartes montrent soit uniquement les unités russes, soit uniquement les unités ukrainiennes. Les cartes ukrainiennes n'affichent que les forces russes, les Russes que la racontent que les forces ukrainiennes. Je crois que nous sommes parmi les rares à toutes les montrer. Nous et quelques autres cartes. Nous montrons tout, sans retarder la mise à jour d'un côté ou de l'autre. Nous ne faisons de favoritisme ni de faveur à personne, nous n'avons aucun intérêt dans cette affaire, dans ce sens-là. Donc, messieurs, à part ces nouvelles, disons sur le front, il n'y en a pas tant que ça. Comme vous le voyez, cependant, il y a quand même toutes les nouvelles concernant les déplacements russes. Et cela laisse aussi présager dans quelle zone. Probablement en avril, mai, mais beaucoup plus probablement en mai, ils commenceront à s'activer. Il y a aussi des mouvements de l'Azov. Je vous propose aussi plein de sujets que parfois je n'aborde même pas en direct. Pour ne pas vous ennuyer, cependant, vous y trouverez aussi plein d'autres sources qui parlent aussi d'autres sujets que je ne présente peut-être pas ici. Partagés en direct. Pourquoi sont-ils minoritaires? Mais si quelqu'un est intéressé de voir où se déplace l'Azov, sur quel front ou des choses comme ça, il y a beaucoup de mouvements internes. C'est aussi le cas pour les unités ukrainiennes, car il y a des mouvements internes. Parce qu'eux aussi sentent probablement où le coup le plus dur va tomber, et donc ils s'attendent aussi à devoir déplacer leurs réserves dans la zone. Je vous conseille surtout de suivre Unit Observer, qui a toujours fait un excellent travail. Nous ne l'avons jamais entendu dire quelque chose de faux ou se tromper. En ce qui concerne le mouvement, notez que l'Azov est envoyé dans le secteur. Le corps d'Azov est dans le secteur de Pokrovsk et la 33e mécanisée est envoyée plus vers Siversk-Liman. Parce que c'est là que les Russes poussent le plus. Quelques unités sont retirées de Kupiansk parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activité dernièrement, tandis qu'il y a de plus en plus d'activités au nord de Pokrovsk. Ici, il y a la 12e brigade Azov et pratiquement toutes les brigades qui appartiennent au corps d'armée Azov, la 14e brigade Chervona-Kalina, la 20e brigade Lyubar, la 4e, Rubich la 1re brigade Bouroville. Pratiquement ici, il y a tout le corps d'armée Azov, déployé entre Rodinske, Dobropilia, etc. Et ce n'est pas un hasard si en ce moment les Russes concentrent beaucoup d'unités ici. Nous verrons ce qui va se passer, mais messieurs, c'est là que se concentre l'essentiel de l'activité.
Dans la zone, comme je vous l'ai promis, je vous ai également mis les liens d'autres cartographes, même de ceux clairement partisans. Prenons Bajas, pro-russe, où eux aussi parlent de cette sorte d'offensive ukrainienne. L'un, vous le connaissez, il s'appelle Amke Mapping, l'autre s'appelle Suryak, qui est l'un de ceux qui a dû faire marche arrière puisqu'il avait attribué du terrain aux Russes. Tous disent exactement la même chose, je vous le montre exprès, pour dire que comme vous voyez, à la différence de Tifo ou de Bajas, tous admettent qu'en effet, même si ce n'est pas vraiment une contre-offensive, c'est quand même une activité de contre-attaques ukrainiennes. Au final, doucement. C'est Amke Mapping qui le dit, environ 288 km² dans cette zone, qui est celle au nord de Koulépol et Suryak, Maps dit 275. Comme vous le voyez, ils appellent cela des offensives. Pour moi, c'est faux, car il s'agit plutôt d'une série de contre-attaques. Les points bleus représentent pratiquement les villages repris, les villages repris, qui auparavant étaient un plus ou moins sous contrôle russe. Disons que plusieurs cartographes aussi, chacun avec ses propres biais. Ils admettent quand même que, petit à petit, les Ukrainiens menacent Koulépol par l'arrière. Ce n'est pas une offensive, comme je vous l'ai dit, parce que à cette vitesse-là, 5 km par semaine, appeler ça une offensive, c'est exagéré. Disons que c'est à peu près la même méthode utilisée par les Russes sur d'autres fronts, donc c'est un processus très lent en cours. C'est pour ça que ça me fait toujours rire. Quand Pokrovsk tombera, 2000 Ukrainiens ont été capturés. Une tortue qui, si elle était partie de Pokrovsk, si elle s'était dirigée vers Kiev pendant l'année 2025, y serait arrivée. On ne peut pas piéger des gens quand la vitesse de capture et de consolidation du terrain est ce qu'elle est. Et je crains que les deux parties utiliseront les drones de façon encore plus déportée grâce au système satellitaire. Peut-être que la prophétie que j'avais faite il y a 2 ans et demi avec Leonardo Lanzara, quand on m'a demandé « Mais toi, comment vois-tu les guerres du futur ?» J'ai répondu « Une avalanche de gens dans les hangars, chacun avec une manette à la main, et des millions de drones. » Nous nous en approchons. Le problème est de savoir si les Russes, comme les Ukrainiens, auront des centaines de milliers de pilotes de drones, 100, 200 000. Mais qui prendra le terrain? Qui le consolide avec tout ce matériel qui vole que vous avez déjà vu? Les vidéos montrent qu'ils entrent par la fenêtre dans un tunnel, etc. Donc même l'infanterie prend énormément de risques. Il y a vraiment un risque réel d'avoir des morts. Oui, mais tout ça n'aboutit à rien, parce que personne ne peut consolider quoi que ce soit, personne ne prend rien. Il suffit de 10 fantassins pour reprendre un village, puis une nuée de drones arrive, et donc on recommence avec cette histoire. Ici, cela devient un face-à-face à la mexicaine, où l'on ne compte que le nombre de drones qui volent. Et c'est quelques fantassins qui risquent leur vie pour tenter d'occuper un village pendant quelques heures avant qu'une autre vague de drones n'arrive. De l'autre côté, c'est assez désolant. Comme perspective stratégique pour les deux camps, voilà une guerre continue, assez éloignée avec des centaines de pilotes de drones, et de temps en temps quelqu'un meurt parce que quelqu'un doit bien prendre le terrain. Peut-être que Zalougini avait raison lorsqu'il disait, il y a environ 2 ans et demi, que si on n'invente rien du point de vue technologique, il n'y a aucun moyen de briser le statu quo de cette guerre. Et, je le répète, ceux qui pensent donc que cette guerre sera le modèle des guerres futures et qu'elles seront menées exactement de la même manière, ce n'est pas le cas. La guerre entre la Chine et l'Amérique serait menée principalement du point de vue aéronaval. Celle-ci est particulière en raison des inefficacités de l'un et de l'autre.
Une armée bien organisée, avec une puissance aérienne et des missiles, etc., n'arriverait pas à ce genre d'impasse. C'est une particularité due aux erreurs russes du début, qui ont dilapidé des ressources pendant la première année de la guerre. Et donc ils ont dû mobiliser, se débrouiller, etc. Et les Ukrainiens, pareil, qui ont dû s'arranger pour créer une armée dans une situation d'urgence. S'ils étaient tous les deux entièrement armés, ce qu'on attendait des Russes, reprenez le direct que nous avons fait avec le colonel Stirp. En ce qui concerne les erreurs d'évaluation des Européens, des Américains et aussi des Russes, où ont-ils échoué? Les Américains et les Russes partageaient le même point de vue, c'est-à-dire que les Ukrainiens ne tiendraient pendant que quelques semaines. Et donc eux non plus n'étaient pas prêts pour une guerre ouverte de longue durée. Une impasse qui semble exister en Iran même maintenant. Eh bien, ce n'est pas une impasse en Iran. Je conclus avec cela et je vous renvoie à la prochaine émission en direct. Ce n'est pas une impasse d'un point de vue tactique. Les Israéliens et les Américains sont certainement en train de l'emporter largement d'un point de vue stratégique. Non, parce que tant qu'il y a 10 drones et 5 missiles qui survolent le détroit d'Ormuz, l'objectif stratégique de neutraliser l'Iran, le régime ou sa capacité balistique, il n'y a rien d'autre. Toutes les données, même les dernières que j'ai vues aujourd'hui, montrent que, de toute façon, au cours de la dernière semaine, les Iraniens parviennent à maintenir une cadence d'environ 20 à 30 missiles par jour et environ 80 à 100 drones, un chiffre qui ne baisse plus. Donc probablement, ils font du shoot and scoot, c'est-à-dire qu'ils sortent, tirent, puis rentrent, et cette méthode est soutenable sur le long terme. J'ai lu un article américain où ils disent qu'ils ont détruit au moins 30% des lanceurs, de la capacité de production et des dépôts. Mais ils déclarent aussi qu'il y a un autre 30% qu'ils ne peuvent pas toucher parce que c'est trop en profondeur et qu'ils ont également dispersé leurs moyens sur le territoire. Le problème, c'est que quand tu donnes ces pourcentages, 30%, mais 30% de quoi? 30% de 1000, 30%. De 10 000, 30%, de 20 000. Parce que si c'est 30% de 1000 d'accord, alors il leur reste 300 missiles. Si c'est 30% de 6000, ils ont 20 à 30 missiles par jour. Ils peuvent tirer pendant encore 9 mois. Donc les pourcentages doivent être donnés, mais ils doivent aussi être contextualisés. Voilà donc, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end. On se revoit soit dimanche, soit mardi, où nous ferons un live sur l'intelligence artificielle avec Ivan Barbato. Ça a été un mois vraiment difficile, exigeant et éprouvant. Nous avons abordé de très nombreux sujets. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis car nous avons atteint des chiffres records. Ce mois-ci, la chaîne atteindra presque 3 millions de vues. Donc je remercie tout le monde pour l'attention et on se revoit bientôt. Bonne nuit.